Il est 9h30 ici à Paris, 8h30 en temps universel. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Voici les titres de ce mardi. Pas d'officiels américains dans les tribunes des JO de Pékin qui vont commencer au mois de février. Les États-Unis annoncent un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver. Les athlètes américains seront présents, mais il n'y aura pas de représentants de Washington. Officiellement pour protester contre les violations des droits de l'homme dans la province de Xinjiang. La Chine dénonce le préjugé idéologique des Américains et promet des mesures de rétorsion. Même pays, autre tension. Et avec cet entretien aux accents de guerre froide, Joe Biden et Vladimir Poutine vont échanger par vidéoconférence dans quelques heures. Des discussions axées sur la situation dans l'est de l'Ukraine. Les États-Unis s'inquiètent des velléités militaires de Moscou dans la région. Vladimir Poutine, lui, dénonce l'expansion de l'OTAN aux portes de son pays. Et puis ici en France, les annonces de Jean Castex en pleine nouvelle vague de Covid-19, fermeture des discothèques pour un mois, renforcement du protocole sanitaire à l'école primaire, ouverture de la vaccination pour les enfants à risque d'ici la fin de l'année. Le gouvernement veut prendre des initiatives mesurées et s'appuyer sur la politique vaccinale pour sauver les fêtes de fin d'année. À suivre dans la demi-heure qui vient, le grand format de Paris Direct, le focus avec une enquête sur les terres rares, enjeu économique du 21e siècle, l'objet d'une âpre lutte. On en reparle, tiens, entre Washington et Pékin, enjeu écologique majeur également. Rendez-vous à 9h45 et puis après ça, ce sera les sports. Bientôt la fin des phases de groupe de Ligue des Champions. D'ici demain soir, on connaîtra tous les qualifiés pour les phases finales. Dans quelques heures, le PSG reçoit Bruges, Leipzig, Manchester City, Milan, Liverpool, le Real Madrid, l'Inter Milan. Voilà pour le programme. Tout de suite, c'est le journal. Des chaises vides, donc, d'ici quelques semaines dans les tribunes des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui commencent le 4 février prochain. Il n'y aura aucun représentant du gouvernement des États-Unis aux Jeux Olympiques. La Maison-Blanche l'a annoncé il y a quelques heures. Les athlètes américains seront là, mais pas les officiels. Washington poursuit ainsi son bras de fer avec la Chine et entend, dit-il, avec ce boycott, protester contre les violations des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. Christophe Dansette. Devant la tour olympique de Pékin, des jeunes s'exercent à leur sport. Ils ne digèrent pas l'annonce d'un boycott diplomatique des Jeux olympiques d'hiver par Washington. Dans le contexte actuel de pandémie, il y a peu d'événements sportifs. Cette situation est généralisée. Par conséquent, c'est une bonne chose d'organiser les Jeux olympiques d'hiver, non? Pourquoi boycottent-ils? Je pense que l'Amérique manque de respect aux athlètes. Ils se sont entraînés pendant de nombreuses années et puis les États-Unis disent très simplement que leurs diplomates ne participent pas, ce qui montre que le gouvernement américain est lâche. Mais ils ne pourront jamais boycotter la grandeur de la Chine. Le ministère des Affaires étrangères, lui, menace les États-Unis de mesures de rétorsion, sans dire lesquelles. Le mensonge du siècle fabriqué par les États-Unis sur le prétendu génocide au Xinjiang est depuis longtemps démasqué par les faits. La tentative des États-Unis d'interférer avec les Jeux olympiques d'hiver de Pékin par préjugés idéologiques sur la base de mensonges et de rumeurs ne fera que révéler les sinistres intentions de la partie américaine. Washington a annoncé lundi vouloir n'envoyer aucun représentant officiel lors des Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Les athlètes américains, en revanche, participeront bien aux compétitions. Un boycott diplomatique pour protester contre ce que la Maison-Blanche qualifie de génocide et de crimes contre l'humanité contre les Ouïghours. Plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ont salué la décision américaine. Dans la foulée, la Nouvelle-Zélande a annoncé boycotter à son tour diplomatiquement les Jeux. D'autres pays pourraient également suivre l'exemple américain. La visioconférence a remplacé le téléphone rouge, mais l'entretien du jour entre Joe Biden et Vladimir Poutine, des accents de guerre froide. Les deux hommes vont échanger aujourd'hui autour de la situation en Ukraine. Le président américain redoute les intentions de son homologue russe, dont des milliers de soldats manœuvrent à la frontière ukrainienne, mais aussi des cyberattaques. Le président russe, lui, veut une garantie que l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Voilà pour le programme. Le point depuis Moscou avec Julien Colling.
Dans la presse russe hier et aujourd'hui, on se félicite en tout cas, on signale que ce nouveau rendez-vous donc par visioconférence est plutôt un bon signe. Ça permet à moindre frais de garder le contact ouvert, un dialogue qui avait été ouvert bien sûr au mois de juin avec cette rencontre à Genève et désormais par contre on se fait pas beaucoup d'illusions par contre à Moscou aujourd'hui sur les avancées concrètes qu'on peut attendre de ce rendez-vous. Par exemple le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a hier déclaré qu'il ne fallait pas s'attendre à des percées aujourd'hui, c'était simplement encore une fois pour garder le contact et le dialogue ouvert, mais c'était difficile également selon lui de reconstruire une relation vraiment endommagée ces derniers mois entre l'Occident, on peut dire les États-Unis surtout, et la Russie. Et donc bien sûr le sujet principal aujourd'hui sera sans doute l'Ukraine, car c'est autour de l'Ukraine justement, de ce dossier très important, que la tension a encore monté ces derniers jours, vous le disiez, avec des troupes notamment russes qui s'approchent donc de la frontière ukrainienne en Russie. En France, en bref, ces images très impressionnantes de l'effondrement d'un immeuble à Sanary-sur-Mer, dans le Var, dans le sud-est du pays. Le bâtiment de 3 étages a été éventré par une explosion, peut-être due au gaz. 5 personnes se trouveraient sous les décombres. Vous le voyez, les pompiers sont à pied d'œuvre pour les dégager. 3 personnes ont déjà été extraites et sont légèrement blessées. Éviter la circulation du Covid-19 sans jauge, sans couvre-feu, sans confinement. Voilà le pari que fait l'exécutif ici en France. Jean Castex s'appuie sur la politique vaccinale, une vaccination envisagée également pour les 5-11 ans. D'ici la fin de l'année, les enfants jugés à risque pourront donc être vaccinés. Les personnes âgées, elles, n'ont plus besoin de prendre rendez-vous pour obtenir une nouvelle dose. Voici quelques-unes des mesures annoncées par le Premier ministre français hier, qui a aussi annoncé la refermeture des discothèques, et ce jusqu'au mois de janvier. Valérie Lerouge. De fortes incitations et peu d'interdictions. Cette nouvelle conférence de presse du Premier ministre ressemble à un dernier avertissement avant des mesures plus draconiennes. L'heure n'est donc pas à des mesures de jauge, de couvre-feu ou de confinement. Ce serait disproportionné. En revanche, les circonstances exigent un effort individuel et collectif pour que chacun limite les occasions les plus à risque de se contaminer. Parmi les mesures annoncées, la vaccination sera facilitée. Pour les plus de 65 ans, plus besoin de rendez-vous, ils pourront se rendre dans n'importe quel centre. Et pour les enfants de 5 à 11 ans à risque, vaccination possible à partir du 15 décembre. Dans les écoles primaires, le niveau de protocole est relevé de 2 à 3, donc le port du masque sera aussi obligatoire dans les cours de récréation dès jeudi et les activités sportives limitées en intérieur. Autre incitation, le télétravail. Le gouvernement demande aux entreprises où c'est possible 2 à 3 jours par semaine. Sinon, cela pourrait passer par une obligation. Il va falloir lever le pied sur les moments festifs. Jean Castex demande de limiter les pots en entreprise, les crémaillères et événements de fin d'année. Et ce sera plus radical pour les discothèques. Elles fermeront vendredi pour 4 semaines car c'est un lieu de forte propagation. Dès demain, une concertation commencera avec le ministère de l'économie sur les aides à apporter aux secteurs les plus touchés. La suite aujourd'hui du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité sur le continent africain. L'occasion pour de nombreux chefs d'État de faire le bilan des opérations militaires face à la menace djihadiste au Sahel. Les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, selon le président sénégalais Macky Sall. Au cœur des discussions également, le développement, mais aussi bien sûr la pandémie de Covid. Précision de l'envoyé spécial de France 24 à Dakar, Marc Perelman. L'an dernier, le Forum sur la paix et la sécurité à Dakar n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie. Cette année, les organisateurs espéraient véritablement tourner la page, parler du monde post-Covid, parler de la sécurité, parler du développement sur le continent. Hélas, le Covid s'est rappelé à leurs mauvais souvenirs, en l'espèce le variant Omicron. Et ça a été l'occasion d'une passe d'armes assez virulente entre le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président du Conseil européen Charles Michel. Le président sud-africain a dénoncé l'hypocrisie des pays occidentaux qui affirment vouloir aider l'Afrique, mais qui en fait empêchent les voyageurs de sortir de l'Afrique australe dès qu'il y a l'apparition d'un nouveau variant, qui refusent de suspendre les brevets pour les vaccins Covid et de les partager avec l'Afrique. Il a dit que cette hypocrisie devait absolument cesser. D'autres ont évidemment aujourd'hui abordé la question de la sécurité. Le président sénégalais s'est inquiété du manque de moyens alloués aux armées africaines.
Le président du Niger a décrit par le menu la façon dont les djihadistes arrivaient à s'incruster dans la fabrique sociale du pays. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a affirmé que l'heure était grave, très grave, parce que l'Afrique est victime du terrorisme, est victime de déstabilisation, mais est aussi victime d'un recul démocratique. Les coups d'État se multiplient et il a affirmé qu'il était temps pour les Africains de se poser une question simple, mais difficile. Pourquoi ? On reste sur le continent, direction la Gambie. À 48 heures après la réélection d'Adama Barrow, malgré l'appel de la CEDEAO à accepter les résultats de la présidentielle, l'opposition continue de les contester. À sa tête, Ousseynou Darboe prévient qu'il ira devant la justice si nécessaire, mais il appelle toutefois ses partisans au calme. Julien Gall avec Émilie Béraud. À coups de gaz lacrymogène, la police disperse les partisans du leader de l'opposition, Ousseynou Darboe. Il conteste la réélection de son rival, le président sortant Adama Barrow, lors de l'unique tour de l'élection présidentielle. Regardez combien de personnes tombent d'ici. Le gaz lacrymogène pénètre même dans la maison de notre leader. Ce n'est pas juste, on est venu là pour l'écouter. Plusieurs personnes, dont des enfants, sont blessées. Dimanche soir, la commission électorale a proclamé la large victoire d'Adama Barrow avec 53% des voix. Ousseynou Darboe a aussitôt rejeté ce résultat, annonçant un recours devant la justice. Mais après les échauffourées de cette nuit, il appelle ses supporters au calme en évoquant la saison touristique en cours. Vous savez à quoi ça peut mener? Les touristes, ils vont avoir peur, ils vont rentrer chez eux. Et cela conduira au licenciement de plusieurs jeunes qui sont employés dans le secteur touristique. Et vous savez tout comme moi que le chômage des jeunes dans ce pays est l'un de nos plus gros problèmes. Nous ne pouvons pas aggraver ce problème. Les élections se sont en général déroulées dans le calme. Adama Barrow a été le premier président élu en 2016 après 22 ans de dictature de Yahya Jammeh. Mais dans un rapport, la mission d'observation de l'Union européenne a quant à elle constaté des failles critiques, des restrictions et des incertitudes légales qui auraient entaché le processus électoral. Cinéma à présent, avec la sortie demain en France de West Side Story, version Steven Spielberg. Le grand réalisateur américain propose une nouvelle adaptation sur grand écran de ce monument de la culture populaire américaine. Une comédie musicale fidèle à l'original, mais peut-être davantage politique. Nos confrères de France 2 l'ont vu pour nous. Maria aime Tony, Tony aime Maria, mais c'est un amour impossible. Le scénario est connu, West Side Story, une belle histoire d'amour qui finit mal. Depuis la sortie en 1961 du film de Robert Wise, des générations d'Américains ont été bercés par cette tragédie musicale et le souvenir de Natalie Wood en Amoureuse éperdue. Steven Spielberg était un ado quand il a découvert le film et cela a scellé son destin de cinéaste. Quand j'étais ado et que Robert Wise a fait ce film, c'était incroyable. Et ça m'a vraiment estomaqué. Et j'ai alors réalisé le pouvoir du cinéma et le pouvoir du théâtre, car Wise, avec Jérôme Robbins, ont fusionné théâtre et cinéma dans cette œuvre. Dans ce remake, Steven Spielberg fait danser sa caméra dans un New York reconstitué années 50. Les latinos embrasent les rues, un cinéma chorégraphié comme dans la comédie musicale d'origine. C'est la première fois et l'unique fois dans l'histoire de la comédie musicale américaine où ce sont les chorégraphies qui ont fait avancer l'action. Généralement, ce sont les chansons qui font avancer l'action. Et dans le travail de Jérôme Robbins, par exemple, dans les premières minutes du film ou du spectacle, aucun mot n'est dit. West Side Story raconte les Sharks contre les Jets, la lutte à mort de deux gangs, la guerre des communautés polaques contre portoricains. C'était en 1961, mais Spielberg estime que ce scénario raconte toujours, hélas, la violence de l'Amérique d'aujourd'hui. Le film nous raconte que si on n'arrive pas à s'écouter les uns les autres,
Et si on empêche l'autre de parler, on perpétue ce cercle vicieux. Spielberg, c'est un demi-siècle de cinéma. Avec son 35e film et son éternel air de jeune homme, il continue virtuose de nous raconter de grandes histoires. Et puisqu'on parle d'amour, une image qui nous vient de Serbie pour finir ce journal avec cette performance de 2 artistes qui se sont enlacés pendant 23h59 en plein Belgrade. Une performance comme une ode à la douceur qui viendrait à nous manquer et que ne durent que les moments doux, disait la chanson d'Alain Bachung. Voilà, retour dans le brouhaha du monde, 10h moins le quart ici à Paris. Je vous rappelle l'un des principaux titres de cette matinée d'infos. Pas d'officiel américain dans les tribunes des JO de Pékin. Les États-Unis annoncent un boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver qui doivent s'ouvrir début février 2022. Les athlètes américains seront présents, mais il n'y aura pas de représentant de Washington officiellement pour protester contre les violations des droits de l'homme dans la province du Xinjiang. La Chine dénonce le préjugé idéologique de Washington, promet des mesures de rétorsion. À l'instant, l'Élysée ici en France dit prendre bonne note du choix des Américains et dit qu'elle se coordonnera au niveau européen.